Donc sans plus tarder, puisque l'actualité est riche, nous allons commencer à vous relater cette riche session de l'Ectrim 2025 à Barcelone. Et nous allons commencer par l'environnement, comme souvent. Et je donne pour cela tout de suite la parole à Michael par rapport à des nouveautés sur l'environnement. Merci Michael. Merci Jérôme et bonjour à tous. Alors effectivement, sur les facteurs environnementaux, on a sélectionné deux communications dans la sclérose en plaques sur des facteurs qui sont des facteurs modifiables. Alors tout d'abord, un grand classique, c'est la vitamine D. On vous en avait déjà parlé l'année dernière avec l'étude d'LMS menée par Éric Touvenot. Et là, cette année, donc de nouvelles données ont été présentées sur le rôle de la carence en vitamine D sur le risque de survenue d'une sclérose en plaques au cours donc d'une étude faite de manière très large en population, vous voyez, chez les militaires américains, donc plus de 10 millions de citoyens qui se sont engagés dans l'armée et donc plus de 60 millions de prélèvements. Et donc, en analysant des dossiers, un diagnostic de sclérose en plaques a été porté par la suite chez un petit peu plus de 1400 de ces individus. Les dossiers médicaux, bien sûr, ont été revus et cette population a été appariée à une population contrôle, deux contrôles pour un témoin. Donc, vous voyez, presque 2800 contrôles appariés en âge et en sexe. Et donc, ces sujets avaient eu un à plusieurs prélèvements. Et vous voyez que le prélèvement le plus ancien était réalisé parfois plus de 10 ans, 20 ans avant le survenu de la maladie et donc permettait d'étudier le lien entre la carence en vitamine D et la survenue de la maladie, avec la particularité d'examiner également des disparités ethniques, comme vous allez le voir. Alors, sur la diapositive qui suit, vous voyez que chez les populations caucasiennes, il y a un effet préventif dose dépendant extrêmement net et très, très, très significatif. Donc, vous voyez que plus le taux basal de vitamine D est important, quand on est au deuxième, troisième, quatrième, cinquième quartile, et plus le risque de développer une sclérose en plaques est faible, avec la valeur du petit p que vous voyez. Ce qui est intéressant sur la droite de la diapositive, c'est finalement l'intérêt d'examiner également l'évolution du taux de vitamine D depuis la baseline, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont eu plusieurs prélèvements, eh bien, lorsqu'il y avait une correction de la carence en vitamine D, donc quand on est à droite de la ligne verticale, parce que le taux de vitamine D augmente entre le premier et le deuxième prélèvement, bah, le risque de développer la sclérose en plaques diminue. Et à l'inverse, pour les patients qui ont eu une carence qui s'est installée au cours de leur suivi, vous voyez que le risque a augmenté. Si on regarde à l'inverse chez les populations afro-américaines, c'est ce que vous allez voir donc sur la diapo suivante, eh bien vous voyez que en revanche, il n'y a pas d'association statistique significative entre la vitamine D et le risque de survenue de la sclérose en plaques. On a une tendance, mais qui n'est pas significative, ni sur le taux basal de vitamine D, ni, vous le voyez, évolution au fil du temps. Et donc, il y a probablement une complexité biologique et des mécanismes différents qui interviennent selon les différentes populations ethniques. Alors, la deuxième communication qu'on a sélectionnée concerne l'alimentation. C'est vrai que c'est une question que les patients posent souvent, savoir est-ce qu'ils doivent faire un régime particulier, est-ce qu'ils doivent adapter leur alimentation, et il y a peu de données robustes pour leur répondre. Alors là, il y a quand même eu une communication orale assez intéressante sur l'effet des aliments ultra transformés. Alors, vous voyez sur le graphique qu'on peut classer des aliments en fonction de leur niveau de transformation, depuis les produits les matières premières, on va dire, jusqu'à des aliments ultra transformés et industriels. Et donc, eh bien, cette étude s'est appuyée sur un panel d'une quarantaine de métaboliques sériques qui a déjà été validé, qui permet d'estimer la consommation d'aliments ultra transformés que l'on a. Et ils ont appliqué ce panel sur la cohorte bénéfice. Alors, vous vous souvenez, cette étude qui étudiait l'efficacité de l'interféron bêta au stade du CIS, qui avait été effectuée sur environ 450 patients suivis pendant 5 ans. Alors, ce que l'on va voir, c'est les caractéristiques de la population. Alors, vous voyez les patients qui ont converti, ceux qui n'ont pas converti en sclérose en plaques, on ne va pas s'étendre là-dessus. Il s'agit de caractéristiques assez classiques de sujets jeunes et majoritairement féminins.
Si l'on regarde bien finalement l'association entre l'alimentation et l'évolution de la maladie, il n'y a pas d'association statistique aux paramètres cliniques, donc à la survenue de poussée ou au score EDSS, mais en revanche, on voit qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre la consommation d'aliments ultra transformés et l'activité radiologique de la maladie. Donc vous avez à gauche la survenue de lésions actives où vous voyez une forte consommation d'aliments ultra transformés va être en faveur d'une activité plus importante de la maladie. Et on retrouve également la même chose si on s'intéresse à la variation de la charge lésionnelle en T2. Alors, c'est une étude intéressante qui présente tout de même quelques biais, hein, effectivement, parce que l'analyse était ajustée uniquement sur la consommation de tabac. Il y a probablement d'autres facteurs confondants potentiels qui n'ont pas été étudiés dans cette analyse, mais ça reste intéressant pour pouvoir donner des conseils pratiques à nos patients. Il y a eu d'autres études intéressantes sur l'environnement, notamment dans les MOGAD, et c'est Bertrand qui va nous en parler. Merci Mickaël. Alors effectivement, chez les patients MOGAD, il y a eu également une étude s'intéressant à l'impact du tabac et de l'hypercholestérolémie sur la maladie. Donc, vous savez que, à la différence de la sclérose en plaques, le handicap pour les patients atteints de MOGAD est essentiellement lié aux poussées, mais on n'a pas encore été capable d'identifier clairement des facteurs de risque de rechute. Et de ce fait, il n'y a pas d'attitude consensuelle pour savoir s'il faut ou pas traiter dès le premier événement. Donc, les auteurs du groupe allemand d'évaluation des patients MOGAD ont cherché à évaluer dans un premier temps des facteurs de risque pertinents, donc qu'ils soient cliniques, démographiques, mais également les deux éléments qu'on a vus là, donc le tabac, le cholestérol, pour savoir si c'était des facteurs de risque de faire des poussées, et donc d'évaluer leur lien avec la poussée dans un premier temps et avec l'évolution du handicap dans un deuxième temps. Ils ont analysé pour ce faire 205 patients sérologiquement positifs pour les anticorps anti-MOG, suivis dans 23 centres allemands. Ils ont récupéré les données classiques qui sont précisées dans le registre, mais ils ont également fait appel à un questionnaire pour la consommation sur le tabac, le cholestérol, l'obésité, pour évaluer ces éléments-là chez les patients. Donc, quand on regarde les caractéristiques de ces patients, l'âge médian était de 25 ans, un usé poussé de 0,5 et une évolution médiane de suivi de 3,8 ans. Des patients ont présenté, donc c'est un peu plus de 200 patients ont présenté 510 poussées, essentiellement des névrites optiques et des myélites. Premier diagramme en bas à gauche, le délai de survenue à la première poussée en fonction que les patients se soient déclarés fumeurs ou non fumeurs. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence significative avec une survenue plus précoce de poussée chez les patients qui sont fumeurs. Maintenant, quand les auteurs essaient d'analyser des facteurs cliniques à risque de rechute, notamment le fait d'avoir plutôt une néphrite optique inaugurale par rapport au fait d'avoir une autre manifestation inaugurale, vous voyez que la différence ne sortait pas et c'est le diagramme de droite. Diapositive suivante. Quand on regarde maintenant tous les facteurs de risque qui ont été analysés dans cette étude sur d'abord le risque de poussée, on est à gauche, et puis après le DSS3, on sera à droite. Il y a des facteurs protecteurs qui sont ceux notés en bleu en haut. Donc le fait d'être un homme, le fait d'avoir un âge plus élevé lors de la première poussée sont plutôt des facteurs protecteurs du risque de poussée. À l'inverse, le fait d'avoir une névrite optique inaugurale, le fait d'avoir un tabagisme actif ou une hypercholestérolémie sont à risque de faire une nouvelle poussée. Et quand on regarde cette fois-ci le risque de survenue du handicap qui est apprécié par cette EDSS3, cette fois-ci, il n'y a que deux facteurs qui sortent comme à risque d'atteindre plus rapidement le DSS3, l'âge élevé à la première poussée et le tabagisme actif. Donc, deux éléments qui permettent de démontrer que finalement, ces facteurs de risque cardiovasculaires sont aussi néfastes chez les patients atteints de MOG. Et donc, il va falloir également prodiguer les conseils habituels de sevrage et de bonne alimentation.